my three good companions, just my rifle, pony and me. Bonsoir, bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, ça dépend du moment où vous allez découvrir cette nouvelle vidéo. Donc on revient chez Fake Croquet, hein. On s'était un peu absenté depuis quelques jours parce que bon, j'ai privilégié pas mal de live. Donc là, on s'est reparti pour redécouvrir ou découvrir de nouvelles personnes qui ont une manière à elles de questionner le cinéma sur Internet. Et aujourd'hui, on va discuter avec Fabien Allouin, qui a un site Internet qui s'appelle un blog, site, ou en tout cas qui a un laboratoire. Et là, pour le coup, le mot est vraiment bien défini, un laboratoire de son et d'images sur Internet qui s'appelle Cinéfragment. Donc j'invite Fabien à me rejoindre. Salut Fabien, Salut, comment bonjour à tous. vas-tu? Très bien, écoute, je suis ravi d'être là. Bon, on va pas mentir, on va pas se mentir. Je te tutoie parce qu'on se connaît depuis plus de 10 ans. Voilà, C'est ça, à peu et près. tu es un ami, donc je préfère prévenir celles et ceux qui nous regardent. Ça va être le tutoiement, mais c'est la première fois qu'on se retrouve dans cette configuration-là d'interviewer à intervieweur ou d'intervieweur à interviewé. Et j'avais Ouais. très envie de discuter avec toi parce que depuis quelques semaines, tu as un blog, enfin un espace sur Internet qui s'appelle Cinéfragment que tu avais mis un peu en jachère, on va dire ça comme ça, peut-être. Et depuis quelques semaines, c'est comme si tu avais allumé la pièce. Et donc j'ai redécouvert ou découvert certains éléments qui étaient dans ton espace. Et tout de suite, je me suis dit, il fallait absolument que j'en parle avec toi parce que c'est très étonnant, très troublant et passionnant ce que tu proposes. C'est assez rare d'ailleurs sur Internet. Et donc j'aurais voulu en discuter avec toi. C'est pour ça que tu es là. Donc. Avec plaisir, Samir. Pardon, tu connais la coutume. Avant de commencer, il y a la fameuse première question. J'aurais Eh voulu bien, oui, connaître donc ta fameuse première image marquante, question que je t'ai jamais posée d'ailleurs, et c'est quelle vrai. est Ouais. cette image? En fait, j'ai essayé là, de pas trop préparer là, notre petite rencontre d'aujourd'hui, mais quand même, je t'avoue que c'est compliqué de pas penser à ça, quoi. Surtout que c'est quelque chose qui m'avait déjà un petit peu travaillé. Alors, c'est pas une image de cinéma, et c'est assez, en fait, c'est assez, j'ai pas vraiment pas besoin de chercher, c'est Tintin, en fait. La première image vraiment qui m'a marqué gosse, c'est Tintin, la BD. La BD, et c'est en fait c'est le sceptre, pardon, n'importe quoi, le secret de la licorne, pardon. Pas le sceptre de Tokar, le secret de la licorne. Et même encore plus précisément, c'est la scène dans les sous-sols du château de Moulinsart. Je sais pas si tu te souviens. C'est un Rappelle-moi. épisode un épisode dans les secrets de la licorne, dans le secret de la licorne, où Tintin se fait chloroformer, comme souvent, un gros coton sur le visage, il s'endort et il se réveille en, et c'est pas où il sait pas où il est, quoi. Donc il y a des murs partout, les murs ils sont très ocres, pas vraiment de décor, mais à part ces murs, c'est briques, c'est des briques partout. Et ça m'avait marqué ça en fait, pas sur le moment, hein, j'étais très petit, hein, je sais pas quel âge j'avais, hein, mais là c'est maintenant en y repensant un petit peu adulte, quelque chose qui m'avait vraiment marqué en fait. Quand je pense à Tintin, je pense beaucoup à ça. Et c'était assez troublant parce qu'il y a quelques années, j'ai découvert un auteur de BD qui s'appelle Charles Burns. Je sais pas si tu connais, Oui. qui a dessiné, c'est Black Hole, son grand ouvrage, on va dire. Et il a fait une série qui s'appelle Toxic aussi, qui est plus ou moins une sorte de mélange entre Tintin et William Burroughs, un truc un petit peu barré, quoi. Et en cherchant un petit peu des choses sur lui, je m'étais rendu compte que l'une de ses images enfant qui l'avait le plus marqué, alors qu'il ne savait pas lire, c'était ce sous-sol du château de Moulinsart. Et ça m'avait frappé. Et à ce moment-là, je me suis dit, en effet, moi aussi, c'est vrai que ça m'avait marqué ce truc. Donc j'avais un petit peu cherché pourquoi. J'ai jamais vraiment réussi à comprendre. Mais il y a quelque chose d'assez incroyable dans cet épisode, dans ce moment-là de Tintin. C'est que donc il est prisonnier, il sait pas où il est, et il va exploser les murs du sous-sol du château de Moulinsart pour essayer de s'enfuir. Il va faire un bélier avec je sais pas quoi. Enfin bref, il va se débrouiller, quoi. Il est très malin, Tintin. Et il va exploser le mur, et de l'autre côté du mur, il va trouver tout un tas de
truc, puisqu'en fait, le château de Moulinsart est occupé par les méchants, les frères Loiseau, qui sont antiquaires, mais aussi un petit peu voleurs, hein, sans doute. Et du coup, en explosant ce mur, de l'autre côté, il y a tout un tas de trucs, des globes terrestres, des armures, des épées, enfin des vases, tout un bazar, quoi. Et peut-être que c'est ça qui m'a aussi marqué quand j'étais gosse. La métaphore est facile, mais c'est vraiment une ouverture sur tout, quoi, sur tout ce que sera Tintin. Et pour moi, en tout cas, donc les aventures, les trucs, et aussi les objets, quoi. C'est vrai qu'il y a plein d'objets comme ça qui reviennent dans Tintin. Et cette image-là m'a marqué, en fait, m'a marqué adulte aussi en y repensant à travers Charles Burns, en fait, à travers cet auteur de BD, Charles Burns. Voilà. Tu vas Donc trouver que, après, tu vas trouver que la métaphore est facile, mais il y a aussi toujours ce concept de la critique de cinéma, hein. C'est un peu ce qu'on fait aussi, ce qu'on essaye de faire, savoir qu'on reste pas forcément, enfin, on reste pas forcément devant le film, devant ce que nous propose le film. On va beaucoup plus loin, on casse les murs et parfois ça fait mal, même quand on les casse, mais pour aller voir un ouais, peu ce qu'il y a derrière. ouais. Et, elle est peut-être facile la métaphore, mais c'est vrai que je pense tout de suite à ça hein, quand tu me parles de Mais cette. je t'enverrai à l'occasion, ou même j'invite ceux qui ont encore un Tintin chez eux. Secret de la licorne, je l'ai récupéré il y a pas longtemps, et du coup j'ai vérifié pas longtemps en fait à quoi ça ressemblait ces pages-là. Et c'est vrai que c'est assez chouette. Et pour tous les fans, enfin fans, moi je suis pas fan de Tintin, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué enfant et que je relis quand même bien maintenant, en, en ayant bien conscience de tout, hein. C'est-à-dire Oui, oui, tout ce bien qui est sûr. nauséabond, mais aussi tout ce qui est merveilleux, quoi, au niveau Hmm. des images que ça propose aux enfants. Puis pas qu'aux enfants. Mais, voilà, Charles Burns, pour les personnes qui aiment vraiment Tintin, qui l'ont lu jeune, Toxique, c'est quelque chose d'assez étonnant. Ça ramène en fait beaucoup de souvenirs de Tintin, et souvent c'est des souvenirs qui sont pas, ce n'est pas l'histoire, ce n'est pas vraiment les péripéties ni les personnages, mais c'est des petites choses. Donc c'est les objets, c'est les briques du château, c'est l'oreille cassée, la statuette avec l'oreille cassée. Il y a plein de petites choses comme ça. En fait, quand on pense à Tintin, on pense plutôt à ces objets-là avant de penser vraiment aux histoires. Et je trouvais ça assez chouette, qu'un auteur américain qui a découvert justement Tintin avant de savoir même le lire, ait été marqué par ça. Moi, je l'ai été, à une époque complètement différente, hein. Mais voilà, ça m'a. Quand, quand j'ai quand je n'ai pas préparé cet entretien d'aujourd'hui, je me suis dit quand même, c'est vrai que cette histoire d'image, bon, le problème est réglé pour moi quand même. Je pensais de la BD, surtout que c'était chez mes grands-parents. J'étais enfant, j'étais tout seul un week-end. Mes parents m'avaient laissé donc profiter de mes grands-parents, quoi. Et bon, voilà, j'ai le souvenir de tout, le lit, les couvertures très lourdes. Voilà, un vrai souvenir de gosse, quoi. Et le Tintin qui traîne, que j'attrape parce que j'ai pas envie de dormir tout de suite. Je me sens pas hyper bien ici parce que c'est pas mon lit, c'est un peu flippant. Voilà, j'attrape Tintin puis je lis. Voilà. Mais c'était qui lisait Tintin? C'était C'était tes parents, tes grands-parents qui. c'était en fait donc c'était la maison la maison où a grandi ma mère en fait. Ouais. Donc mes grands-parents étaient agriculteurs, ma grand-mère est toujours vivante, mais mes grands-parents étaient agriculteurs. Donc c'est une grande maison, vraiment l'énorme bâtisse, enfin l'énorme bâtisse, s'il m'entendait. Non, c'est une grande maison quoi, avec un énorme grenier, par contre, mais un grenier gigantesque. Et sous le grenier, en fait, il y a toutes les chambres. Et j'étais dans une chambre qui était la chambre, je pense, d'un de mes oncles, ou je pense pas que ce soit la chambre de ma mère, mais un de mes oncles quand il était enfant, et c'était eux qui avaient des BD en fait. D'accord. C'est mon oncle ou ma mère. En tout cas, c'est des vieux Tintins que si j'avais gardé à l'époque, je pourrais les revendre aujourd'hui à un prix d'or, quoi. En fait, je me Oui. suis rendu compte il y a quelques années, en recherchant ces Tintins, qu'ils étaient tous coloriés avec des crayons. Donc, je pense qu'il y a eu quelque chose d'un peu louche là-dessous, quoi. Mais en tout cas, ouais, c'est des bouquins qui étaient à ma mère ou à mes oncles. Il y a cette transmission très involontaire de la part de ta famille concernant la bande dessinée, mais quand est-ce que tu croises à un moment ou à un autre ce qu'on appelle le cinéma et surtout, est-ce que c'est quelqu'un qui te le passe, hein, ce mot passeur que tu connais très très bien, Mm. ou tout seul tu découvres ça?
Non, en fait, je le découvre avec mes parents. Et donc, je pense au début des années 90, fin des années 80. Je suis 83, donc je pense que c'est à peu près ça. Mes parents n'avaient pas de magnétoscope. Donc, en fait, le rituel, c'était pas de louer un film, en fait. C'était de louer carrément un magnétoscope. Il y avait un mec dans notre, on appelait ça la ville, hein, mais il y avait quoi, 2000 habitants, quoi, en Saône-et-Loire. Et un mec qui s'appelait, je me rappelle même de son nom, il s'appelait Poletto. Son nom, c'était Poletto. Et Poletto, c'était le vendeur de cassettes du coin, quoi. Enfin, le loueur de cassettes du coin. Et comme mes parents n'avaient pas de magnétoscope, bah, ils louaient un magnétoscope pour le week-end avec 4 films, quoi. Deux pour le vendredi et deux pour le samedi. C'est incroyable cette histoire. Et donc c'est tes parents qui faisaient la programmation du week-end. Et généralement, quel genre de film ils choisissaient? Moi, j'ai des souvenirs de films quand j'étais vraiment petit, des films pour moi, c'est-à-dire Un jour sans fin, Alice au pays des merveilles de Disney. Plus tard, des trucs un peu plus euh, traumatisants comme Roger Rabbit. Mais quand même, ça restera pendant plusieurs années beaucoup de films américains, Mhm. films d'action américains. Voilà. Euh, L'Arme fatale, Die Hard, ce genre de choses. Là, j'avais 7, 8, 9, 10 ans. Il n'y a jamais eu de vrai, je suis jamais tombé, mes parents m'ont jamais montré un film interdit au moins de 12 ans, 16 ans, et je pense qu'ils avaient fait attention à ça. Et moi, j'ai pas eu la curiosité non plus enfin, la curiosité ou la possibilité de voir un film qui n'était pas de mon âge. Donc, j'ai toujours vu des films qui étaient plus ou moins de mon âge, même si bon, Die Hard, L'Arme fatale, c'est quand même des gens qui se tuent, quoi. Mais je les ai vus assez jeunes, ouais. Mais c'était des films comme ça, ouais. Très peu de films français, très peu de films français, quasiment Et aucun, quoi. quasiment aucun. Et quand est-ce que tu commences alors c'est vrai que ça peut être un peu compliqué, mais parce que les films que tu découvres, c'est le week-end, c'est avec les parents. Mais quand est-ce que tu Bien sûr. commences à te retrouver dans la cour de récréation, à parler des films avec tes potes? Bah, j'ai pas vraiment de souvenirs de ça en fait, hein. Ouais. Euh, les souvenirs de vraiment enfant, vraiment l'enfance, quoi, hein, l'école maternelle, l'école primaire, pardon. Euh, Pas vraiment. Je me souviens, vraiment le premier souvenir, je me souviens, je voulais aller voir Casino. J'étais en cinquième, je crois. Et ça avait pas pu se faire parce que je pouvais pas y aller tout seul. Il fallait que j'aille avec un ami. Enfin bref. Et ça n'avait pas pu se faire. Et j'étais dégoûté. Et alors que je ne savais pas du tout qui était Martin Scorsese. Bon, voilà, fallait que ouais, c'était Casino, le film qu'il fallait voir à ce moment-là, c'était Casino. Tout le monde en parlait. Bizarre, Oui. quoi, maintenant qu'on y repense, quoi. Mais sinon, vraiment, gosse, je me souviens pas. Sans doute les Star Wars, peut-être, la première, hein, la première trilogie, enfin la trilogie des années 70, que mon père m'avait montré. Peut-être que ça, on en parlait, mais je suis même pas sûr. C'était plus jeux vidéo à l'époque, enfin, dans ma cour de récréation. C'est moins ça. Et vraiment, l'échange sur le cinéma, ça arrivera beaucoup plus tard pour moi. Euh, Moi, j'ai beaucoup vu de films, beaucoup vu de films enfants, mais sans vraiment c'est pas sans vraiment y penser, mais sans vraiment partager avec d'autres. À l'adolescence, ça a commencé un petit peu, mais je sais pas si toi, tu as connu, mais les magnétoscopes et les films qui passent à la télé, tu les enregistres, c'est des cassettes de 4 heures, les 240 minutes, je crois, les plus grosses, quoi. Du coup, bah, la bibliothèque de mes parents, il y avait des tas de cassettes comme ça, où en fait, il y avait deux films, quoi. Tu Mhm. avais le film d'1h20 ou de 1h30, et puis après, tu avais un deuxième film parce qu'il restait de la place sur les bandes. Donc, des fois, t'avais des trucs bizarres, quoi, où tu avais L'Arme fatale, et puis après, tu avais Au milieu coule une rivière, quoi. Enfin, ça avait vraiment aucun sens, tu vois, c'est vraiment, et du coup, moi, tu vois, j'ai des films qui sont limite rattachés à d'autres pour ça, quoi. L'Arme fatale, Au milieu coule une rivière, quoi. Pour moi, l'un va pas sans l'autre, quoi. Alors que ça n'a aucun sens au départ. Mais voilà, c'était ça en fait. Quand j'étais enfant, c'était ça. Tu prenais une cassette et puis tu regardais mais plus ou moins tout le temps les mêmes choses. Il y avait ouais, une trentaine, quarantaine, cinquantaine de films enregistrés à la télé, puis deux, trois films que mes parents avaient achetés. Quand ils avaient acheté un magnétoscope. Mais après, ça arrivait plus tard. Vraiment partagé, quoi. Peut-être même après l'adolescence.
Mais c'est marrant ce que tu dis quand j'ouvre une parenthèse quand tu parles des cassettes vidéo de 240 minutes et il y a deux films enregistrés. Très souvent c'est les parents qui le font et bon il y a pas c'est pas une véritable programmation éditoriale, il y a pas une idée Non, éditoriale et pas donc vraiment, non. on associe pendant de très longues années un film à un autre et c'est marrant que tu parles de ça Ouais, parce c'est que moi drôle. pendant de très longues années jusqu'à aujourd'hui j'associe tiens-toi bien les sous-doués à la balade des Dalton. Et voilà, il y Bah avait une ouais, voilà, cassette c'est marrant. vidéo dans laquelle il y avait les sous-doués et une plage de publicité énorme, bien évidemment. Et Ah bah bien sûr, ouais. juste à côté, tu avais la balade des Dalton et c'est une cassette vidéo que j'ai conservée jusqu'à même au moment où je me suis marié. Et puis bon, j'ai perdu tout ça, mais je trouvais ça très drôle. Non, ouais. Ces deux films-là, cette association d'idées comme ça, un peu incongrue. Et à partir de quand exactement, et surtout, est-ce que tu as l'idée comme ça, une idée, enfin, est-ce que tu te souviens un peu du film ou des films où tu as commencé à te poser, te dire là, le cinéma, c'est autre chose, voire même, ça m'intéresserait peut-être même d'écrire quelque chose sur ce que je vois, sur ce que Hum, je ressens. En fait, moi, je m'en souviens bien parce que ça a vraiment été un choc. Mais il y a pas vraiment, il y a pas une évolution, tu vois. Je me dis pas petit à petit, je me suis fait une culture cinéma et puis tout d'un coup, il y a quelque chose. Non, je me rappelle pas trop d'avant. C'est comme je te dis, hein. Pour moi, il y a des films ricains avant. Bruce Willis, Mel Gibson. Normal. Enfin, mais rien d'autre, quoi, vraiment. Mais pourtant, j'ai creusé, hein. Roger Rabbit, en fait, en y repensant, tu vois, Roger Rabbit, c'est un film qui m'avait vraiment marqué, quoi, parce que il y a quelque chose très étrange. Montrer ça à des enfants, c'est très étrange. Le C'est monde, violent parfois. C'est très violent parfois. il est terrifiant, le mec. Hmm. Christopher Lloyd, il est horrible, quoi. Enfin, bref. Et le choc, c'était Kitano, en fait. Vraiment, c'était Kitano. D'accord, C'est d'accord. Canal+, fin des années 90. Euh, je crois qu'ils avaient fait une programmation Canal. Je sais pas si c'était encore, tu sais, Jean-Pierre Dionnet, il présentait Oui. il avait une émission, je sais plus comment elle s'appelait, mais enfin, en tout cas, il présentait des films. Alors sur Canal, je m'en souviens. C'était C'était pas le pas Canal, alors. cinéma. Si. Alors si tu as raison. Et je crois que c'était le mercredi matin. C'était pas des films de genre, du genre des péplums, des films des années 50, 60, 70. Je me Alors souviens là, de je ne sais cela. pas. Je me souviens de Boukrieff, Ouais, qui a ouais, été ouais. un passeur important et qui nous a montré des films extrêmement comment on peut dire ça, des films un peu de la sortie de la marche, quoi. Voilà, en marche Mm. plutôt. Et ça, je crois que c'était le lundi soir à 22h, 22h30, je crois, hein, si je me souviens bien. Je Mais me souviens plus. Dionnet, j'ai des souvenirs de Dionnet présentant surtout le mercredi matin, je crois. Après ça, on peut vérifier assez rapidement, facilement, pardon, des péplums. Des Ah, péplums le d'accord, mercredi ok. matin. J'ai ce J'ai souvenir-là, mais il j'ai faudrait peut-être mélangé vérifier. parce que tu sais, Dionnet, il a pas mal participé à la Venue Kitano en France. Et Oui. du coup, il est sur pas mal de bonus DVD. Et peut-être des DVD que j'avais. Mais enfin, je me souviens de Canal. Donc, les premiers films que j'ai vus, c'est Violent Cop, donc son Mhm. premier, quoi. Et c'était Kids Return, je crois, le film qu'ils avaient programmé. Enfin, en fait, j'ai le souvenir de Violent Cop, Kids Return, et après l'énorme baffe de Hanabi. En fait, c'est Ouais. ces trois-là que je me souviens et dont je me souviens, pardon. Et ouais, pour moi, c'était un choc. J'avais quel âge? J'avais peut-être 15, 16 ans. Et en fait, je pense qui m'a beaucoup marqué, c'est que ça avait plus ou moins au départ les codes des films que je connaissais, tu sais. Film de Yakuza, Yakuza pour moi, bon, bah, c'est pareil, quoi. C'est comme Mel Gibson, il se bat contre ce genre de mec, quoi. Dans ma tête, c'était ça, en fait. C'est-à-dire que tu avais un flic, il avait un flingue, et puis il allait régler un problème, et puis à la fin du film, le problème est réglé. Mais là, j'avais été vraiment, et ça m'avait marqué, mais je pense que beaucoup de personnes de mon âge qui ont découvert Kitano à ce moment-là, quand même, c'est pas rien, quoi. La fin de Violent Cop, clairement, c'est l'antithèse de tout ça. Rien n'est réglé, c'est affreux. C'est affreux et cette violence qui est pendant tout le film jamais, mais jamais, à aucun moment justifiée. Euh, c'est même pas de la violence gratuite, c'est une violence qui est là, en fait, elle est là. En fait, elle est là, c'est juste ça, on vous la montre, quoi. On vous l'explique pas, il n'y a pas vraiment de raison, elle est là. Et à la fin, bon, je vais pas raconter la fin, mais d'ailleurs, je me souviens pas énormément de cette fin-là, mais
j'avais été vraiment très marqué par le ah bon, c'est fini là, mais comment ça c'est fini? Voilà, c'est fini. Et en fait, en voyant tous les autres films petit à petit, même Kids Return, qui a une fin très étrange, euh, il en parlait, d'ailleurs, Kitano, qui expliquait qu'il comprenait pas comment, en Occident, on trouvait que sa fin était ouverte et joyeuse. Pour lui, elle était, ces gosses-là avaient gâché leur vie, c'était fini, quoi. C'était étonnant de l'entendre Ouais, dire ça. je me Alors souviens bien, que ouais. c'est étonnant quand même, parce que, en effet, Kids Return, bon, on se dit, ils le disent eux-mêmes à la fin, tout est là tout va recommencer, ça ne fait que commencer. Alors qu'en effet, c'est assez terrible. Bon, bref, c'est ces films-là, et donc, qui me montraient tout simplement qu'il y avait déjà un autre cinéma que le cinéma américain. Donc, ça, je pense que ça, c'est assez important. Et que sur des thèmes qui sont des thèmes que je pensais connaître, euh, en gros, pas une enquête de police, en tout cas un policier qui va être sur une affaire. Il y avait une autre façon de la filmer, quoi. Et c'est ce rapport au temps avec Kitano qui m'a beaucoup plu et qui m'a beaucoup marqué enfant. C'est-à-dire que euh, c'est lent, c'est-à-dire que ça prend le temps. T'as une place, il y a une place pour toi. T'es spectateur, il y a une place pour toi. T'es là, et puis tu vis avec eux et, euh, et on ne te prend pas pour un idiot, quoi. On t'explique pas tout, c'est à toi aussi de comprendre un petit peu. Anabi, il est très compliqué. La première fois que je l'ai vu, j'ai eu du mal. Par rapport à ce temps, en fait, il en joue beaucoup, il fait des flashbacks aussi. Il y a un peu de tout dedans, et surtout, il prend extrêmement le temps. C'est très doux au niveau du temps. Voilà, ça m'a beaucoup marqué en fait, cette impression que à d'autres endroits, quoi, là, du coup pour le coup c'est le Japon, on faisait un cinéma qui était complètement différent de ce que j'avais vu jusqu'alors. Et j'avais été marqué par, je te parlais de films que mes parents m'ont jamais vraiment montré de films qui n'étaient pas de mon âge, mais je me souviens d'une soirée où ils étaient partis et qu'ils avaient loué un film, et je sais plus quel âge j'avais pas 10 ans, hein, j'avais 13, 14, 15 ans peut-être. C'était Predator. Ils m'avaient loué Ouais. Predator. C'est marrant quand même. Et du coup, ça m'avait marqué en fait. Mais bon, c'était rien comparé à Kitano là que j'ai découvert tout seul. Peut-être aussi que c'est aussi pour ça quoi. Et qui m'a donné envie de beaucoup, de m'ouvrir à d'autres choses. Hein. Clairement, de chercher. Je me souviens qu'après, c'était les débuts d'Internet. Donc j'allais, ça fait vraiment vieux con. Hein. J'allais sur Internet avec ma Dreamcast, la console de Sega. J'allais sur Internet avec ma Dreamcast, qui était reliée à un modem. Et du coup, j'avais trouvé il y avait un super site sur Kitano qui reprenait en fait les interviews, qui retranscrivait les interviews qu'il avait données à l'époque de la sortie d'Anabi, de Sonatine et tout. Il y avait une interview des cahiers du cinéma, je crois, qui était vraiment sympa. Donc j'ai commencé à ce moment-là à vraiment chercher. En fait, c'est le premier souvenir que j'ai de recherche entre guillemets. Je vais aller plus loin, quoi. Je vais en savoir plus, je vais voir d'autres films. Qui c'est ce mec? Voilà, c'est ça. C'est Kitano. Moi, depuis le temps depuis le temps qu'on se connaît, que je lisais tes articles, parce que tu as parlé d'acceptation de la durée, tu as parlé aussi d'aller plus profondément dans l'œuvre, dans les films. Il y a quelque chose que j'ai toujours remarqué chez toi, dans tes articles, dans ta façon de voir le cinéma, c'est que tu n'as pas de filtre, dans le sens où si un film, parfois, enfin, comment dire ça, comment dire les choses, tu restes dans l'idée que n'importe quel film veut dire quelque chose, dit quelque chose, même quand sont des choses qui sont très discutables, qui ont même une idéologie qui parfois est très déguisée. Ça peut être sur le racisme, ça peut être sur des choses comme ça. Toi, tu as cette tendance à aller jusqu'au bout et à dire, voilà, ce film présente quand même des problèmes par rapport à la société, par rapport à ce qu'il dit. Et ça, c'est quelque chose qui a toujours été, parce qu'on a discuté récemment d'une série, bon, on va pas en parler ici, mais qui s'appelle En thérapie, et que cette série-là selon toi, présentait des éléments qui étaient très très discutables dans la manière de dresser les choses et sur la manière aussi de définir les personnages. Et ce que tu me disais sur cette série, c'est vrai que bon, bah, en lisant un peu ici et là, je trouve pas ça.
alors que c'est évident, alors qu'on le voit dans la série. Peut-être en parler un petit peu parce que, en fait, parler de cela, ce serait aussi faire une passerelle avec ensuite Cinéfragment, qui est pour, enfin, Sur la l'écriture, manière que hein. tu as la manière que tu as de voir le cinéma, ça se reflète exactement dans Cinéfragment et qui est pour moi le fer de, enfin, le noyau, quoi. Ça, bah, pour en revenir en thérapie, bah, en fait, donc c'est la série événement et donc j'ai regardé ça un petit peu. Enfin, ça m'intéressait pas plus que ça au départ, mais bah, souvent on se trouve attrapé et c'est le principe de la série hein, quand même. On a envie, on a quand même envie de voir un peu plus loin. Et cette série a quand même des qualités. Il y a un personnage qui est très bien écrit, enfin, que je trouve très très beau, là, d'une nageuse qui va chez son psy là, et que je trouve très réussi. Mais en effet, c'est comme toi, en cherchant un petit peu là, sur Internet rapidement, je ne trouvais rien en fait par rapport à certaines choses qui m'avaient dérangé et je n'arrivais pas à comprendre comment, en fait, bah, je me posais même des questions sur moi, c'est-à-dire j'ai un problème en fait, c'est-à-dire j'ai un problème quoi. Juste rapidement, il y a un personnage en thérapie qui s'appelle Adèle, on apprend qu'il est donc il a travaillé à la BRI, qu'il est rentré dans le Bataclan après le massacre du Bataclan, donc il va en thérapie chez le psy, qui, du coup qu'on va suivre pendant tous les épisodes. Bon voilà quoi. Après, la façon dont c'est présenté était assez, comment dire, discutable, c'est-à-dire que Hmm. euh, on, c'est pas qu'on était injuste avec ce personnage, c'est-à-dire qu'au niveau de l'écriture, on lui donnait quand même beaucoup de textes. Il était assez quand même profond ce personnage-là. En plus, il est joué par un super acteur, Rabat Ketab. Mais voilà, il y avait des raccourcis dans le scénario, moi que je trouvais hallucinants. C'est-à-dire que le flic qui est de la qui vient donc se faire soigner parce qu'il a un problème lié traumatique suite au Bataclan, on va plus ou moins apprendre qu'en fait derrière ça, c'est un autre massacre qui lui est revenu, un massacre qu'il a vécu enfant dans les années 90 en Algérie, et que la solution à tout ça, au final, je raconte la fin en fait. Oui, c'est pas grave, hein. C'est pas grave, hein. C'est pas La grave. solution qu'on propose ce, ce personnage, c'est d'aller en Syrie pour se battre contre les terroristes. Hmm. Là, je schématise, mais complètement, je le fais Hmm. exprès, bien sûr. Mais quand même, juste ça, quoi, juste en parler un tout petit peu, quoi, dans un article. Je ne l'ai vu nulle part. Je n'ai vu nulle part que ça pouvait être un petit peu un raccourci et un petit peu un malhonnête par rapport aussi aux spectateurs qui se trouvent un petit peu pas pris en otage, hein, surtout vu la circonstance là de quoi parle la série, ce serait totalement déplacé. Mais on se sent quand même assez impuissant face à lui et c'est assez injuste en fait de ce traitement-là. Je trouve ça assez injuste de traiter ce personnage comme ça alors qu'il y aurait une possibilité de faire autre chose et de le voir à la fin forcé là d'aller mourir en Syrie pour montrer je ne sais quoi. Je trouvais ça assez problématique. Bon après là je suis peut-être moins clair que quand je l'ai écrit, mais ne voir par exemple jamais écrit sur internet, sur tous les articles que j'ai lus, Télérama, Nouvelle Obs, Le Monde. On parle beaucoup de séries événements et en fait on lit l'article qui traite de cette série-là, on a l'impression que ça ne parle pas de ça en fait, que ça ne parle pas de la série. C'est juste une présentation de les acteurs, les personnages. Donc lui s'appelle comme ça, lui s'appelle comme ça. Il y a tant d'épisodes, c'est scénarisé par ceci, par lui, par ça, c'est réalisé par un tel. Et en fait, on ne creuse pas assez, je trouve, quelquefois plus loin. Et je trouvais ça dommage pour cette série bah, qui mériterait justement qu'on s'interroge un peu plus peut-être sur les raisons de cette écriture-là.
Cette manière de creuser dont tu parles, que tu évoques et qu'on pouvait trouver dans tes articles quand tu travaillais encore, enfin, tu travailles encore d'ailleurs pour Il était une fois le cinéma, mais aussi pour Istasia, donc deux sites internet dont j'ai déjà parlé ici sur cette chaîne-là, surtout pour Istasia. Et ensuite, quand tu ouvres, tu crées ce laboratoire de son et d'image qui est Cinéfragment, cette manière de creuser, ne penses-tu pas que en creusant trop, comment dire, euh, ça peut prétendre à confusion, c'est-à-dire qu'on peut endosser comme ça le costume du personnage qui tout le temps Exactement. essaye de trouver la petite bête, qui finit par être aigri aux yeux des autres, mais qui ne l'est pas forcément, qui dit voilà, là c'est un film problématique, ça parle de race, c'est un film quand même qui est un peu réactionnaire, où voilà, il y a le personnage qui est d'origine arabe, c'est pas vraiment un personnage, c'est un discours, où il y a ça. Ne penses-tu pas que on creuse de moins en moins parce qu'on a peur d'être pris pour ce que nous ne sommes, pour ce qu'on n'est pas réellement. Et alors Ouais, que peut-être. la critique de cinéma, il faut creuser quand même, il faut y aller très loin parce que c'est important. Oui, non, mais bien sûr, bien sûr. Je pense qu'il faut creuser, mais comme tu dis, il faut pas non plus, faut pas que ça soit le point de départ de chaque article et de Oui, chaque, comment dire, tu regardes un film en te disant, bon, alors, je vais me le faire, donc je vais essayer de trouver. Non, je pense quand même que il faut, je pense que après critique, c'est un travail et on doit faire, on peut pas passer à côté de ça. Je pense que c'est dommage. Quand quelquefois je lis des critiques sur Internet, en fait, je m'en moque moi quand je lis une critique, et je me moque de savoir si c'est bien ou pas bien en fait. Si je, si on, euh, si le film a plu ou si le film n'a pas plu. J'aime bien chercher autre chose. Et surtout, surtout quand c'est un film que tu as déjà vu. Quand tu as un film que tu as déjà vu et tu cherches une autre chose, enfin pardon, tu cherches des écrits par exemple sur Internet ou dans la presse, bah, tu as envie d'aller un peu plus loin, tu as envie d'être stimulé aussi, de voir quelqu'un qui rebondit sur des choses que toi tu avais vues, mais peut-être euh, pas autant que lui, etc. Je pense qu'en effet, il faut creuser, mais il faut pas non plus que comment dire, que ça t'empêche de voir vraiment le film. Si tu pars du principe, en effet, tu parles du fait que tu peux devenir le personnage aigri quand tu parles d'un point ou qui ne t'a pas plu ou que tu veux questionner dans un film. Là, souvent, la réponse qu'on te donne, c'est bah, c'est qu'un film, quoi, ou c'est qu'une série, ou c'est qu'un divertissement. Ça, j'ai du mal à l'entendre. J'ai du mal à l'entendre. J'ai du mal à l'entendre parce que pour moi, c'est quand même c'est important, quoi. C'est important ce qu'on vit devant un film euh, et, euh, et ne pas. On peut tout à fait aimer le divertissement d'un film qui au final a un discours avec lequel on n'est pas totalement d'accord. On parlait de Tintin, tu te rappelles tout à l'heure. mhm, Euh, moi j'avais beaucoup entendu de personnes qui expliquent que Tintin, il faudrait surtout pas le montrer à des enfants parce que euh, parce que il y a un discours derrière qui est idéologiquement nauséabond, que ce soit pas forcément Tintin au Congo. Souvent on parle de Tintin au Congo, mais dans tous les Tintins on trouve ça en tous. Hein. Son regard sur l'autre qui est quand même très contestable, quoi. Mais donc, il faut s'interroger, c'est-à-dire qu'en effet, c'est important. On ne peut pas dire que ça n'existe pas. Mais par contre, on peut également trouver toutes les qualités du monde à l'univers construit par RG, et les studios RG. Euh, et justement, s'interroger sur Tintin ne veut pas forcément dire ne plus du tout accepter de montrer ça à un enfant, par exemple. Bah, c'est pareil pour un film. Je ne sais pas. Enfin, c'est pareil pour un film, c'est-à-dire que tu dois t'interroger forcément. Et bon, à toi après de faire la part des choses. Mais en tant que critique, c'est très très important de pas s'arrêter à cet un divertissement. C'est pas grave aussi, c'est pas grave. Je trouve ça assez dommage dans certains textes que je lis quelquefois. J'ai l'impression en effet que
qu'on passe un peu sous silence certaines parties d'un film pour ne se concentrer que sur c'est bien ou pas bien. Ce qui m'a plu, ce qui m'a plu, c'est ça, et puis ce qui m'a pas plu, tant pis, c'est qu'un film au final. Bah, je suis pas très clair, hein, excuse-moi. Moi, Samir. Tu l'es. Si, tu l'es. Dans 2-3 minutes, on va parler en profondeur de ciné-fragments, mais juste, je voulais te poser une question sur le fait que voilà, tu es dans une émission qui se trouve sur une chaîne YouTube. Il y a plus de 20-22 ans de cela, quand on a commencé à questionner le cinéma en utilisant Internet, c'était très très compliqué parce qu'on était un peu vus comme des extraterrestres et surtout on ne trouvait pas de légitimité pour parler de cinéma. Il s'est avéré que ils se sont trompés et que tout se passe bien. Aujourd'hui, il y a maintenant un nouveau média, une nouvelle manière de parler pas une nouvelle manière, mais un nouvel espace pour parler de cinéma, c'est les chaînes YouTube. Microciné est une chaîne YouTube. J'imagine que lorsque je t'annonce que je m'enrôle comme ça dans l'aventure YouTubesque, bon, t'as dû te poser certaines questions. Comme moi, je me suis posé aussi pas mal de questions avant de lancer parce que je considérais que c'était pas forcément un endroit où on pouvait réellement parler de cinéma. Alors, on va dire que c'est pas que j'ai raison, mais il y a quand même il y a des endroits, des espaces, des chaînes où il y a des choses assez surprenantes. Et j'aurais voulu avoir ton avis là-dessus en quelques minutes, quelques mots. Hein. Après, tu peux ne pas en avoir d'avis. Ça serait aussi une réponse. En fait, je regarde pas vraiment de chaîne YouTube sur le ciné, sincèrement. J'ai suivi tes interviews, donc les fais pas croquer. Et en fait, j'ai découvert tout le monde. En fait. Toutes ces personnes que tu interviews, c'est la première fois que tu interviewais, pardon. C'est la première fois que je les voyais. J'ai pas mal accroché avec la fuite en vidéo. Ah oui, Alex, ouais. Ouais, ça m'a beaucoup plu en fait. En fait, sa façon de voir aussi le ciné de manière très subjective, ça m'a beaucoup plu en fait. Et là, pour le coup, c'est quelqu'un qui est pas du tout, apparemment, je le connais pas, hein, mais qui est pas du tout dans les calculs, quoi. Donc voilà, il fait ses vidéos et moi, j'ai trouvé ça vraiment super. Après, pour ce qui est de la consommation de YouTube, enfin, les YouTubeurs sur cinéma, je n'en connais pas vraiment. Après, sur YouTube, tu peux trouver. Moi, j'écoutais sur le cinéma sur YouTube, j'écoutais, ça va faire encore une fois vieux con, des masterclass de tout un tas de types. Michel Simon, il y en a plein. Oui. Jean-Baptiste Toré aussi, des trucs super intéressants. Voilà, donc quand les quelques vidéos ciné que j'ai écoutées sur YouTube, c'est plutôt ça. J'ai écouté un petit peu sous les conseils de mon frère et de copain Bégodeau, là, son podcast aussi est très bon. Mais la gêne occasionnée. Ouais, c'est ça. Ouais, la gêne occasionnée. Et voilà, la plupart, en fait, pour moi, c'est comme la radio, en fait. C'est-à-dire que quand je les entends, les personnes que tu interviews parler de l'image, l'importance que ça soit bien fait, les fonds derrière, les fonds verts, tout ça. Je ne regarde pas, moi. Pour moi, c'est de la radio, donc voilà, j'ai pas vraiment d'avis là-dessus. Après, en effet, un type qu'on a fait en vidéo, là, ça m'a accroché, tu vois. Ça m'a accroché. Pourtant, j'y serais pas allé de moi-même. Je connaissais pas et ça m'a bien plu. Donc j'ai écouté ta rencontre avec lui récente sur le film son nom m'échappe. De James Whale. Oui, voilà, exactement. Et du coup, dans la foulée, je suis allé voir sa vidéo sur Michael Jackson. Voilà, c'est quelqu'un que je vais continuer à suivre, je pense. Mais non, sinon les autres, Anal Génocide est bien quand il parle avec toi aussi. Et j'ai un peu plus de mal sur ses vidéos. Voilà, je suis vraiment pas un grand client, on va dire. D'accord. Un très grand client. Qu'est-ce qui t'a poussé à un moment à vouloir créer cet espace que tu as intitulé Ciné-Fragments? Est-ce que c'était une urgence? Non. D'accord. Je ne pense pas que c'était une urgence. En fait, nous, on s'est rencontrés, Samir, toi, tu étais rédacteur en chef de l'été une fois de cinéma. Exactement. 2009, peut-être.
Ouais. 2009 peut-être. Enfin, j'ai commencé à écrire, toi tu étais rédacteur en chef, après c'est Sidi Sacco, je crois, dans les années 2010, 2011, après Jean-Baptiste Viau. Enfin bref, j'ai écrit pendant quelques années sur un site qui s'appelle Il était une fois le cinéma. Et en fait, ça a commencé comme ça, en fait, l'écriture vraiment. Je sortais de la fac, je cherchais un emploi. Et sur le site profilculture.com, qui existe peut-être encore, il doit exister encore. Je me souviens, oui, je me souviens. Ouais, tu te souviens. Eh ben, j'ai vu une annonce, j'ai vu une annonce, donc, qui était une annonce pour un rédacteur, Donc, il fallait envoyer un CV, une critique d'un film qu'on aimait bien. Alors, je crois que je t'avais envoyé Chien de paille, hein, voilà, de Peckinpah, et un film qu'on n'aimait pas, et j'ai aucun souvenir de ce que c'était. Voilà. Et donc, j'ai commencé à écrire après chez vous, donc à été une fois le cinéma, pendant quelques années. Et j'ai écrit aussi pour Istasia. C'était donc Victor Lopez qui était à été une fois le cinéma, Exactement. qui a monté avec des amis et puis d'autres critiques le site Istasia qui carbure encore très bien. Donc j'ai écrit un petit peu chez eux, une quinzaine de textes, sans plus. Et en fait, à cette époque-là, j'étais assez boulimique de ciné et bon, j'avais le temps surtout. Donc j'en regardais au moins un par soir. C'était voilà, pendant 2-3 ans, c'était un par soir minimum. Et j'avais ce toc que doivent connaître sans doute plusieurs personnes, c'est-à-dire que je faisais des captures d'écran des films que je regardais pour garder un souvenir en fait. Donc je faisais ça avec mon frère faisait ça. J'ai un frère qui est passionné par le ciné. Donc voilà, en fait j'ai accumulé pendant 2-3 ans des tonnes et des tonnes et des tonnes de captures d'écran. Et un jour en fait je me suis dit pourquoi pas en faire quelque chose. Et donc je me suis replongé dans toutes ces captures d'écran et c'était des films pour la plupart que j'avais vus il y avait plusieurs années. Et ce qui était marrant, c'est que je me rappelais pas du tout de quelle scène il s'agissait en fait. Je reconnaissais l'acteur, plus ou moins le lieu, mais je me souvenais pas du tout, pas de quoi parlait le film parce que tu t'en souviens toujours un petit peu, mais c'était pas très clair en fait. Du coup, je me suis dit, je vais commencer à écrire sur des images comme ça, que j'ai vues, parce que je les avais vues, clairement. Par exemple, le premier texte que j'ai écrit, je crois que c'était sur une scène d'un film de Bresson, de Procès Jeanne d'Arc, je crois. Procès Jeanne d'Arc, même, le titre même. Procès Jeanne d'Arc. Et donc, c'était une capture d'écran, on voyait deux mains tenir une femme de dos. Donc je me suis dit, ok, en effet, au niveau du plan, c'était chouette. Je comprends pourquoi j'ai fait cette capture d'écran. Ça en jette, c'est beau, le noir et blanc est super, mais par contre, ok, bon, je vais essayer d'écrire là-dessus. Et du coup, j'ai commencé à écrire sur cette image-là. Et tout en essayant de me rappeler le film en même temps. C'est-à-dire que je vais faire comme si je me rappelais exactement de ce qui se passait à ce moment-là, alors que je ne m'en rappelais pas. Et après, du coup, j'ai regardé à nouveau le film en essayant de trouver cet endroit-là que j'avais capturé à l'époque. Et souvent, en fait, tu te rends compte que, non, pas du tout. C'était pas du tout ce que tu as écrit là. Ce n'est pas vraiment dans le film. Et pourtant, ça reste le film. Il y a il y a un exemple qui est assez parlant. Il y a un film d'Anthony Mann qui s'appelle La chute de l'Empire romain. Oui. Et donc, je tombe sur une de ces captures d'écran et je vois, donc c'est Sophia Loren, magnifique, avec une sorte de petite capuche jaune qui est collée contre un mur, quoi. Oui. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est magnifique, visuellement c'est magnifique, mais alors là, mais oui, je me souviens exactement ce que c'est et j'ai commencé à écrire dessus. J'ai commencé à écrire que c'était donc, elle se réveille la nuit, elle entend des bruits de cavaliers, etc. Donc je parle un petit peu de la façon dont se déroule la scène. Et après, donc je regarde à nouveau le passage du film, et c'est pas du tout la nuit. Il n'y a pas du tout de cavalier. C'est génial, c'est génial, c'est génial. Et pourtant, tu vois, pour moi, c'est évident que c'est ça, quoi. C'est-à-dire que elle entend un bruit, dans le film, elle entend un bruit, elle va sur la pointe des pieds et elle écoute. Et dans ma tête, comme c'est assez sombre, la scène, je m'étais dit que c'était la nuit, et donc forcément le volume est plus fort, donc les cavaliers, etc., etc., etc. Et du coup, j'ai comparé un peu ces textes. Le but, c'est que ce soit court aussi, que ça soit très simple et que ça ne soit pas juste de la description. C'est important de ne pas faire de la description juste
Juste la description, pardon, parce que ça n'a pas vraiment d'intérêt. Le but, c'était vraiment d'essayer de trouver le film à travers des vieilles images dont je me souviens pas vraiment. Et quand ça fonctionne pas, quand il y a des accidents comme ça, c'est vraiment super. Et du coup, quand j'ai regardé la scène après, j'étais content. Je fais, ah oui, c'est marrant, quoi. Enfin, c'est une sorte de jeu, quoi. C'est vraiment un vrai jeu d'écriture, mais vraiment enfin, je me prends pas du tout au sérieux. C'est un truc très simple. Il faut vraiment que ça soit simple. De lire simplement et très sur la sensation aussi. Hein. Je te cache pas, c'est très subjectif et ça me rappelle des souvenirs à chaque fois. Et voilà, donc je suis parti là sur ça en 2013, je pense, et puis j'ai fait un blog où j'ai écrit sur quelques captures d'écran, donc des films de Bresson, Rusty James de Coppola aussi. Je sais plus, il y avait un Malek Ben Ismail aussi qui est Le Grand Jeu. Le Grand Jeu, ce film que ce qui m'avait soufflé en fait. En fait, j'avais trouvé une capture d'écran d'un mec dans la foule en train de crier, il faut du courage. Et j'avais trouvé ça génial parce que pour moi, c'était le film, quoi. Alors que le film, je me souvenais pas vraiment. Donc, j'avais essayé d'écrire là-dessus, sur ce mec dans la foule. Donc voilà, en fait, c'est une sorte de petit exercice où j'essaie de construire des petits objets écrits, quoi, on va dire, à côté du film. Parce que je pense qu'il y a une place aussi pour ça, tu vois. Il y a une place à côté du film, il y a une place pour une critique. C'est pas vraiment une critique. Il y a une place pour une petite littérature, en fait. Une petite littérature de critique. Je sais pas comment le dire. J'estime pas faire de la critique. J'ai quelques difficultés, tu vois, par exemple, à écrire sur un film d'actualité à chaud Oui. et être hyper pertinent. Il faut le temps. Il faut que tu aies du temps pour. Exactement. Ouais. Et l'envie. Et l'envie aussi. Et l'envie. Mais je me souviens, tu vois, par exemple, à l'époque de l'IT Fois Cinéma, comme j'étais lyonnais à la base, j'avais peu accès aux avant-premières parisiennes. Ouais. Donc, en fait, j'étais plus ou moins, je travaillais sur les DVD ou sur les coins du cinéphile, ce genre de choses. Et j'avais fait quelques fois quand même des papiers sur des films récents. Et c'était souvent compliqué. Je me souviens de Le Capital de Costa Gavras, un film compliqué aussi. J'avais peu aimé. Et donc, ça avait été compliqué pour moi d'écrire dessus. C'est vrai que c'est un peu compliqué pour moi, quelquefois, quand j'accroche pas, c'est un peu compliqué pour moi d'écrire. Ce qui est le métier de critique, c'est d'écrire et de trouver quelque chose de pertinent. Et c'est assez compliqué. Mais là, du coup, c'est vrai que à côté d'Istasia, à côté de Il était une fois le cinéma, il y avait la revue Zinzolin aussi, un moment dans laquelle on avait écrit aussi. Arnaud Allais, oui, bien sûr. Ouais, qui était assez ouvert, Arnaud Allais, donc rédac en chef, qui était assez ouvert sur ça, sur une écriture assez libre en fait. Donc j'avais fait quelques petits textes pour leur site, un peu sur le même modèle. Donc pour Miyazaki, je crois, c'est sur le vent se lève, ce genre de choses. Mais quand même, le petit bloc donc j'ai créé avec ces textes, ça me permettait de souffler un petit peu. Et de faire ça à mon rythme et justement de questionner un petit peu mon rapport au cinéma à travers mes souvenirs en fait. C'est-à-dire que tu reconstruis un film avec tes souvenirs. Je trouvais ça assez chouette à essayer en tout cas. Quelquefois ça fonctionne moins bien, donc le texte tu le mets pas en ligne et puis voilà. Et donc récemment j'ai essayé de reprendre les vieux textes, d'en écrire d'autres et puis de le mettre en vidéo quoi, de reprendre cette capture d'écran. Donc de retrouver le film, de trouver le moment de ce film-là. Donc souvent, ça va être un plan de 2 secondes. Dans le film, la capture va équivaloir à 2 secondes. Donc, mon texte, je vais le lire. Il y aura à peu près 1 minute, 1 minute 30, 2 minutes de texte. Et donc, c'est 4 secondes, c'est 3 secondes, c'est 2 secondes qui représentent la capture d'écran que j'avais faite à l'époque. Je vais mettre ça au ralenti, ce sera très long, en fait, ça va s'étirer énormément. Et voilà, quelquefois, ça donne quelque chose d'assez intéressant, des fois c'est plus compliqué. Mais en tout cas, voilà, c'est toujours ça, le principe, c'est déjà de m'amuser, quoi. C'est très ludique pour moi, de faire tout ça, quoi. Et puis travailler travailler le cinéma à travers des souvenirs très loin pour certains, mais qui au final, une fois qu'on a écrit, une fois qu'on revoit le film vraiment, même si on tombe à côté,
on se rappelle pas exactement la scène, le film est là quand même. C'est assez marrant. C'est assez étonnant de voir que ça peut fonctionner comme ça. Mais je partage entièrement ce que tu viens de dire depuis le début. Et j'aime beaucoup quand tu dis retrouver le film. J'adore cette phrase-là. J'essaie de retrouver le film ou peut-être même ton film. Moi, j'ai une anecdote. J'avais découvert un film réalisé par Damien Honouri qui s'appelle Fidaï, dans lequel Damien filmait son grand-oncle, qui donc était un Fidaï. Un Fidaï, c'était en quelque sorte une espèce, enfin, c'était un soldat qui travaillait à l'époque, enfin, qui était dans le camp du FLN pendant la guerre d'Algérie et qui était chargé par le FLN de des sales besognes, on va dire ça comme ça. Et il retrouve son grand-oncle, il le filme et voilà. Et puis à un moment, donc il va en Algérie pour aller chercher, pour aller le voir et pour le découvrir et pour filmer son histoire, tout ça. Et puis il y a un concours de circonstances qui fait qu'ils se retrouvent tous les deux, donc Damien et son grand-oncle, en France. En Auvergne, là où a vécu Damien, et donc il y a la rencontre entre le grand-oncle et le père de Damien, donc le grand-oncle, enfin l'oncle et son neveu. Et moi, dans un de mes articles, j'avais écrit qu'il y avait une scène fascinante, magnifique, dans le même cadre, il y avait trois générations, le petit-neveu, le grand-oncle et j'avais écrit ça, je l'avais même dit une fois à la radio, et quelques années après, j'ai revu le film, et elle n'existe pas, cette scène. Hein. Ce plan n'existe pas. Alors quand j'ai recroisé Damien, je lui dis, mais pourquoi tu m'as laissé dire une bêtise? Et il m'a dit, mais parce que c'est ce que tu as vu. Et c'est ça le plus important. C'est ce que tu as vu. Et comme tu avais vu ça, il est hors de question pour moi de te contredire. Parce que c'est ton film. C'est ce que tu as vu, c'est ce que tu as décidé de voir. Et voilà. Et ça, il y a aussi notre anecdote qui concerne, un critique de cinéma que toi et moi, on est très sensible, qui est Serge Danet, et qui, quand il parle des contes, oh là là, c'est horrible, je me rappelle plus, les contes de la lune, vague après la pluie de Ouais. Mizoguchi, il raconte comme ça une séquence qui finalement n'existe pas. Ah, mais moi, je trouve ça génial, quoi. Et je trouve ça génial. Enfin, génial. C'est fascinant, quoi. C'est fascinant parce que malgré tout, le film est là, quoi. Alors que, je sais pas, une femme, l'Empire romain est en train de se casser la figure. T'as une femme on est en pleine journée, elle se faufile dans une sorte de forteresse pour écouter, comme ça. Moi, j'ai écrit qu'elle se réveillait la nuit et qu'elle écoutait ce qu'on disait. Et au final, ça tombe plus ou moins juste, quoi. Donc, c'est assez chouette, quoi. Et moi, ça m'a fait penser à quelque chose, mais bien après, en fait. J'ai pris un livre, je peux te montrer un livre. Vas-y, je t'en prie. En fait, j'ai rien préparé, à part 3 bouquins. Mais ce livre-là que j'ai trouvé récemment, là, L'homme ordinaire du cinéma. Ah bah oui. Voilà. Oui. Et ça, c'est assez chouette parce que, donc, ça, c'est un livre que je conseille à tout le monde. Je l'avais lu, j'étais plus jeune, hein. Mais je l'ai retrouvé récemment. Et c'est assez chouette parce qu'il fait pas exactement ça. C'est-à-dire que je suis pas en train de dire que je fais comme Jean-Luc Schaeffer, je me permettrai pas, mais il a tu vois, des petites images de films comme ça. Et puis il écrit dessus, quoi. Mais vraiment, c'est assez court. C'est hyper, comme tu le sais, c'est très sur le souvenir, aussi sur l'enfance, et c'est assez chouette. C'est vraiment un livre, pardon, que je vous conseille énormément. Et du coup, ça m'avait fait penser à ça là récemment, parce que je l'ai retrouvé chez Gilbert, et je l'ai relu un petit peu, et je me suis dit, ah oui, c'est vrai que cette histoire de retrouver un film, en fait, de se le reconstruire avec les souvenirs qu'on en a, et juste une image, en fait, juste une petite image qui vient amorcer ça, tu vois. Tu regardes pas le film et tu reprends une image que tu as vue. Tu vois, j'ai travaillé là il y a pas longtemps, enfin, j'ai fait un petit truc, un petit texte et une petite vidéo sur Séance de Kiyoshi Kurosawa. C'est un film que j'ai vu, la capture d'écran, le JPEG date de 2011. Je l'ai pas vu depuis, quoi. Donc ça fait presque 10 ans quasiment. Donc j'ai essayé d'écrire dessus, quoi. Et c'est vraiment passionnant parce que bien sûr tu te rappelles pas exactement, quoi. Mais t'as quand même le film, t'as quand même le film en toi, et ce que tu écris, quelquefois tombe assez juste, en fait. Donc tu dis que ce réalisateur là, pour le coup, a complètement réussi, quoi. Il a réussi son film, quoi.
si 11 ans après, on arrive à partir d'une image prise au hasard dans son film, on arrive à reconstruire plus ou moins son film avec les souvenirs qu'on en a, même si bien sûr, peut-être que la scène, elle se passe en journée alors qu'il l'a filmé la nuit, peut-être, mais ça, c'est pas important, en fait. C'est pas important, le film, il est ailleurs. Et du coup, ça peut fonctionner. Ça peut fonctionner. Tu as relancé ton ciné-fragment depuis début janvier et donc c'est là que j'ai donc redécouvert les vidéos et tu en as parlé d'ailleurs. Il y a quelques vidéos qui sont hypnotiques et fascinantes, hein, vraiment. Il y en a par exemple, je pense, j'ai noté ça pour ne pas oublier. Il y a Liberté la nuit, ce que tu fais de Liberté la nuit de Philippe Garrel, c'est incroyable. Je me rappelais plus. Enfin, c'est pas que je me rappelais plus, mais je n'avais pas vu cela comme ça. Et puis surtout, il y a un texte éblouissant et c'est ça qui est très intéressant dans ce blog. C'est que c'est la subjectivité qui parle. Et voilà, je pense qu'on fait partie un peu de cette même école, à savoir que la critique de cinéma est avant tout de la subjectivité. Ça doit être de la subjectivité, sans être des séances de thérapie. C'est pas ça, mais vraiment de la subjectivité. Non, Et il y bien a sûr. des choses très très belles où tu parles, où tu te sers effectivement, comme tu le dis, de la capture d'écran que tu transformes en une séquence en un plan de cinéma à la volée, quoi, un plan de cinéma et tu parles de l'enfance, tu parles aussi des rapports amoureux, tu parles de tout cela, et par je ne sais quel truchement magique, ça colle à ce que l'on voit. Et il y a une petite phrase que tu écris dans une des vidéos qui est consacrée à la chasse au lion à l'arc de Jean Rouch. Je crois que c'est la première vidéo et c'est la Mhm. fin et tu dis ça donne des images au rêve. C'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment Ouais. ça. Ah, moi, merci en tout cas, ça me touche, mais euh, tu vois, c'est aussi moi ce que je vais essayer de faire une phrase française. Hein. Euh, Être passeur, tu vois, c'est ça pour moi. C'est-à-dire, j'aimerais qu'on voit, tu vois, euh, le, 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 le lion à l'arc là, de Jean Rouch, par exemple. La chasse au lion à l'arc, oui. Hmm. La chasse du lion au lion à l'arc. Moi, j'aimerais pas qu'on voit ce film. J'aimerais qu'on le voit comme moi je le vois, tu vois. Tu comprends ce que je veux dire? Des Ouais, fois, très c'est bien. un peu. T'as pas envie de dire, bah, regarde ce film, franchement, il est super. T'as envie de dire, mais regarde ce film, et comme moi je l'ai vu, tu vois, qu'on partage vraiment quelque chose. Et ce film-là, par exemple, de Jean Rouch, mais le film, il est merveilleux. Enfin, franchement, c'est un film merveilleux. Vous pouvez le trouver sur YouTube, allez-y. Hein. Il n'y a même pas besoin de télécharger, vous le tapez sur YouTube, vous l'avez, je crois, si je me souviens bien. Et en fait, il y a une scène au début qui est assez incroyable où en fait, il y a une voix off qui explique que les enfants sont en train de, mais même, tu vois, je me rappelle même plus exactement. Pour moi, ils sont en train de, ils vont bientôt dormir et tout, alors que peut-être pas. J'en sais rien. Enfin bref, regardez ce film, c'est super. Donc c'est du cinéma à vérité, quoi, le documentaire de Jean Rouch. Euh, c'est extra, quoi. Et du coup, on voit un enfant filmé de très près qui a peur de quelque chose. Et le film s'appelle La chasse au lion à l'arc, pardon. Donc il vient de commencer, c'est le premier plan, et on voit cet enfant qui a peur. Et la voix off lui explique, je vais te raconter une histoire, etc. Et ça m'a fait penser tout de suite à, et il y a un film aussi qui est super, c'est L'Esprit de la ruche. Tu Oui, sais Victor Hérissé. et j'ai pensé hier en regardant la fuite en vidéo et toi parler du film. De... Ah, j'ai pas James son Well. nom. James Ouais, Well. Mhm. exactement. Dans L'Esprit de la ruche, il y a une scène où les enfants, regarde, hop, j'ai même ce film-là, il y a peut-être un. Ah oui. Ils regardent, en fait, ils sont dans un village et ils regardent. Donc il y a le cinéma qui arrive dans le village, donc c'est un énorme événement. Ils regardent Frankenstein. Et c'est pas truqué. Il y a vraiment des enfants qui regardent Frankenstein. Et donc ils filment ça, Victor Hérissé. Et ça m'a fait penser à ça en fait. Je chasse la chasse au lion à l'arc. Cet enfant là on est en train de lui raconter une histoire. Et franchement, vous voyez ce film, il est extraordinaire, extraordinaire. Enfin, merci en tout cas. Si ça fonctionne un petit peu, tant mieux.
Bah oui. Tant Bah mieux. écoute, en tout cas, sachez que on arrive à la fin de l'émission. Ça fait maintenant 1 heure. Je sais pas si tu t'en rends compte. Ça fait 1 heure qu'on, qu'on- Exactement. qu'on discute, mais c'était passionnant. En tout cas, sachez que je vais bien évidemment mettre le lien de Cinéfragment dans le descriptif de cette page. Et je vais essayer de trouver aussi si La chasse au lion à l'arc se trouve sur YouTube et je le mettrai comme Ok. ça, voilà. Et juste une dernière question. Tu vas continuer. Tu vas essayer de Oui, voir oui, si... oui, 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 oui. Bah, en fait, j'ai pas mal de textes là encore qui sont que je vais. J'ai des anciens textes que je vais essayer de mettre en image et puis il y a des nouveaux textes qui sont en train d'être écrits. Et puis voilà, je vais essayer de continuer aussi un petit peu sur Elétine Poitiné, Istasia, essayer de à mon rythme. Hein, je suis pas un staccanoviste. Oui. C'est assez long pour moi d'écrire, donc bon, je vais continuer à mon rythme. Mais oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, complètement, En tout cas, complètement. c'est une très bonne nouvelle que tu reviennes à la critique et surtout, c'est une très bonne nouvelle que tu relances ce ciné-fragment. On sera aux aguets. Eh ben, merci à Je vais toi. pouvoir te libérer. En tout cas, merci beaucoup, Fabien, d'avoir accepté cette Mais invitation je et de t'en nous avoir prie, fait je t'en prie. partager. Et on se dit à très vite. À très vite. Allez. Upper rise in the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.